Nous voici de retour sur les ondes du 666 avec l'émission Split Screen. Voilà, sur une musique très calme, mais je n'ai pas deviné le film. Ah bah, tu me parlais de catastrophe, donc il y a un rapport. Ouais. Un film de cette année. Cette année, catastrophe. Avec une catastrophe. Avec une catastrophe. Un film catastrophique ou catastrophe? Un film catastrophe. D'accord. Un film catastrophe cette année. Ouais. Qui est sorti il y a pas longtemps là. C'est ça. The Impossible. Voilà. Ouais, je l'ai pas vu, c'est pour ça. Ah bah voilà. Mais il paraît qu'il est pas bien. Oui, c'est vrai, c'est les échos que j'ai reçus. Ouais. Pourtant, c'est quand même assez impressionnant, mais au niveau image. Au-delà, je crois que c'est un petit peu comme le film d'Eastwood, au-delà de l'effet spectaculaire. Après, c'est ronronnant, c'est très. C'est dommage. Velasquez. C'est dommage parce que c'était le réalisateur donc d'un film qui. Ouais, l'Orphelinat qui était bien. Ouais, pour le coup, c'était bien foutu son premier film. Oui, on se souvient toujours de 1, 2, 3 soleils dans ce film-là. Je sais plus comment il s'appelle. De quoi? Le réalisateur. Je vais essayer de chercher ça en attendant. Donc. C'est pas un espagnol? C'est un espagnol. Et l'Orphelinat avait été produit par Guillermo del Toro, je crois. C'était une production de Guillermo del Toro. Mais celui-là aussi, je crois. The Impossible? Ouais, il me semble. Ah, peut-être. Bon, je vais regarder ça après. C'est pas Frenadillo, c'est lui qui me vient en tête, mais Frenadillo, c'est celui qui a fait 28 semaines plus tard. Ils sont beaucoup en plus. Hein. Il y a toute une génération de cinéastes espagnols. Oui, souvent découvert un petit peu par Guillermo del Toro d'ailleurs. Ces petits, ouais, parce qu'il fait office un petit peu de découvreur de talent entre guillemets. Il y a Almodovar, de temps en temps. Ouais. Il arrive. Donc maintenant nous allons passer plutôt, on va partir de l'Espagne pour aller plutôt vers les États-Unis. Carrément. Vers les États-Unis avec le nouveau film animé de Tim Burton. Donc c'était, on va dire, pour moi c'est son deuxième en tant que réalisateur, mais bon, il y en a qui diraient c'est son troisième parce qu'il y a toujours l'étrange Noël de Monsieur Jack où il était directeur artistique quand même du film. Enfin, plus que ça. Voilà, donc deuxième, troisième film animé de Tim Burton. Donc adapté de son deuxième court-métrage live, Frankenweenie. Qui veut faire le pitch? Non, pas Chloé, parce que Chloé vient juste de parler. Et puis elle a mal à la gorge. Jackie, veux-tu faire le pitch? De toute façon, c'est assez simple. Hein. C'est l'histoire de Vincent Frankenstein. Voilà. Qui est un petit garçon et qui a une marotte, enfin une passion. Apparemment, c'est un petit génie. Hein. Il passe son temps dans sa chambre ou dans son grenier à faire des expériences. Hein. À faire des expériences, surtout à faire des films catastrophiques. Oui, ouais, mais ça touche à tout. Hein. Oui, c'est un touche. Le film s'ouvre effectivement, c'est un petit film qu'il visionne avec ses parents et en compagnie de son chien Sparsky. C'est ça, c'est Sparsky ou Sparsky? Sparky, oui. Et voilà, donc le film s'ouvre, c'est un petit film qu'il a fait avec les moyens du bord. Et puis on apprend qu'il y a un concours, je pense, à l'école qui se fait pour celui qui va trouver la meilleure invention, la meilleure expérience. Concours de sciences, voilà. Et alors il commence à y avoir des rivalités. Il y a ces petits copains qui veulent avoir bien sûr le prix à tout prix. Et donc on verra dans un second temps qu'ils seront prêts à tout pour l'obtenir. Mais il arrive malheureusement quelque chose de dramatique dans le quotidien de notre ami Vincent, c'est que alors qu'il participe à une partie de baseball avec des copains, eh bien son chien Sparky a l'automatisme d'aller de courir après la balle que un des gamins a lancé et en fait c'est la balle ce qu'il a tapé. Oui, voilà, la balle qu'il a tapée, il traverse la rue et là, malheureusement, Sparky se fait écraser et Sparky part donc au paradis des chiens. Vincent a du mal à accepter et donc c'est avec une volonté de vouloir le ramener à la vie qu'il va, en fait, comme dans la grande tradition, comme dans les références de Frankenstein, il va parvenir à Frankenstein. Oui, la fiancée de Frankenstein. Qui est la suite. Il va donc ramener à la vie Sparky et donc voilà, c'est ça le début de l'histoire quoi. Il va arriver tout un tas de mais en découvrant aussi cette expérience, en faisant cette expérience là grâce à l'électricité tout ça où il va ramener Sparky à la vie, c'est que ses petits camarades ils vont découvrir qu'il a réussi à faire une expérience extraordinaire et ils vont la convoiter, ils vont la convoiter et la copier. Et malheureusement ils vont mal l'utiliser. Voilà. Donc c'est ça et qui est la deuxième partie du film. Alors. Bon, quoi dire, c'est un film moi qui m'a pas laissé indifférent, contrairement à d'autres films de Tim Burton que j'avais vus récemment, notamment moi ça remonte déjà à La Planète des Singes, j'avais déjà commencé à décrocher. Quoi dire de ce film-là, déjà on a un plaisir à voir que c'est un film quand même bourré de références. C'est assez drôle. Elles sont pas appuyées en plus, je trouve qu'elles sont amenées non ? Ah non, moi je suis plutôt l'inverse, je trouve que elles sont trop appuyées. Non ? Ah bon ?
Ouais. Non, moi je pense notamment. Tu parlais de la fiancée de Frankenstein. Il y a une référence évidente quand il y a les deux. Il y a le Sparky qui a été ramené à la vie. Donc il y a une caniche qui a à côté. Oui. Voilà, Perséphone. Ouais. Donc il y a un moment, il s'approche d'elle et il y a les deux truffes qui rentrent en contact et là elle se prend un coup de jus et il y a bien sûr la mèche blanche dans les cheveux. C'est bien sûr un clin d'œil au film La fiancée de Frankenstein où Lanchester elle a la même. Il y a on pense bien sûr à son copain là, à Vincent, enfin celui qui veut être son copain, qui veut l'assister. Oui. Bon, c'est Miklos quoi, c'est l'assistant du labo. Il y en a un autre aussi qui est marrant. Il a la tête de Boris Karloff. Le prof de sciences, oui. Le prof de sciences, oui. Non, je pense pas. Non, je pense pas à lui. Je pense à un jeune gamin qui est le plus grand. Il a la tête à Boris Karloff, donc. Ah oui. Et par contre, ce qui est très drôle en plus, après il y en a un, on se dit mais comment ça se fait qu'il y a aussi un asiatique. Alors ce qui est très drôle, c'est une fois qu'ils ont fait des ratés ils ont piqué l'expérience de Vincent et qu'il va y avoir des ratés. Ils vont chacun de leur côté, les gamins qui vont s'approprier l'expérience, en fait ressusciter un animal. Et ce qui est très drôle, c'est que l'animal que ressuscite l'asiatique, c'est une tortue géante. Et c'est marrant, quand on voit la tortue géante, on pense tout de suite à Godzilla, quoi. Oui, donc voilà. il y a plein de. Bon, ceci dit, le film, je trouve assez intéressant. Il y a une mise en parallèle. L'ouverture, effectivement, on voit qu'il est en train de fusionner en fait un film qu'il a fait avec des bouts de ficelle et avec son chien Sparky. Et à la fin, donc il y a une mise en parallèle parce que finalement le film catastrophe, parce que c'est une sorte de film catastrophe avec temps qui détruit la ville, voilà, un monstre géant, voilà. Donc il y a une mise en parallèle avec ce qui se passe à la fin. Oui. C'est peut-être une façon là aussi appuyée, mais c'est aussi une façon de rappeler aussi que le cinéma, c'est aussi l'art de faire faire revivre aussi les acteurs qui sont morts. Donc c'est un petit peu la mise en parallèle qu'il y a effectivement avec cette volonté de les êtres qu'on a chéris ou les proches qu'on a aimés, leur donner cette possibilité d'éternité. Et le cinéma le donne parce qu'un acteur mort, on peut le revoir effectivement. Oui, donc il y a cette idée là qui est. Quand Sparky meurt, de toute façon, il regarde les vidéos avec. Voilà. Ouais. Voilà. Et puis il y a aussi la science. La science est bien. Il y a cette idée. La science c'est bien, mais il y a aussi le revers. Il faut savoir en faire bon usage. Donc, oui, c'est les grandes lignes comme ça. Mais bon. Ceci dit, moi, j'ai quand même été, j'attendais rien en plus de ce film-là parce que moi, j'étais resté au petit court-métrage. Mais je trouve que pour ça dure 1h30. Je trouve que j'ai passé un bon moment, quoi. Voilà. Et moi, je trouve qu'il y a plastiquement, il y a de très beaux moments. Il y a de très de belles scènes. Donc après. Tu peux être déçu, j'aimerais bien t'entendre d'ailleurs, mais moi personnellement, alors la fin effectivement, pareil, est-ce que c'est concédé à Disney le fait qu'on ne doit pas faire mourir un chien, alors qu'avant, quand on pense que quand ils faisaient Mars Attacks, quand on prenait le principe du film catastrophe avec Invasion extraterrestre, le premier qu'on dézinguait c'était le chien. C'est vrai. Mais j'ai l'impression qu'il s'est Disneyifié. Ouais, Disneyifié. Non, mais je crois c'était quelqu'un qui était un petit peu contre le système et je crois que il y a un avant et un après Planète des singes. Je pense que je sais pas, il a perdu beaucoup à partir de ce film-là et j'ai ce sentiment qu'il a constamment ensuite perdu le contrôle, il s'est laissé bouffer alors qu'avant il avait son indépendance, c'est dommage. Mais bon, quand on regarde d'autres films qu'il avait fait avant. Ou après, tu veux dire après La Planète des singes, tu veux dire. Ouais, après, ouais. Oui, je veux dire après, oui. Donc voilà. Mon avis à moi, après on passera à suite Chloé qui l'a quand même vu 2 fois. Je sais pas comment t'as fait quand même. Non, mais la deuxième fois, c'était pas fait exprès. Oui, je sais. Mais donc voilà. Alors moi, je suis plutôt très déçu. Du film. On va dire que effectivement, il est quand même regardable à côté de Dark Shadows. Déjà, moi je me suis au moins pendant 10 minutes, les 10 premières minutes, je me suis pas dit qu'est-ce que je fous là. Mais je trouve le début pas mal justement, cette limite Vincent, c'est un peu l'alter ego de Tim Burton également. On voit que ça d'ailleurs de ce gamin qui fait justement des films un peu catastrophes, un petit peu qui aime le cinéma et qui essaie de le faire avec ses petites mains et avec ce qu'il a. Et voilà, bon moi j'ai pas pu m'empêcher de voir des références directes à Tim Burton lui-même.
De toute façon, il y a même des posters de Mars Attacks dans la chambre. Il y a des références à ses propres films. Il y a Pee-wee, il y a Edouard Main d'Argent, il y a il fait ses propres références. On peut pas les louper, de toute façon elles sont grosses. Et voilà. Donc la première partie du film, qui est justement jusqu'à ce qu'il ramène Sparky un petit peu à la vie, est plutôt sympa. Elle se laisse regarder à mes yeux. On sent qu'il a pas vraiment d'aspiration, mais il essaie de faire quand même. Mais c'est agréable quand même à regarder. C'est pas c'est pas relou. Et après, quand justement t'as les gamins qui commencent à vouloir convoiter le truc, et puis après avec les monstres à la fin, et toute la ville est détruite, en plus avec des incohérences, je sais plus lesquels j'ai fait, mais c'est incohérent. Alors dans un film d'animation, moi ça me marque un peu quand c'est vraiment que ça me choque, quand c'est trop incohérent. Et là j'ai trouvé qu'il nous faisait de nouveau une fin à la Dark Shadows, c'est-à-dire je te fous tout d'un coup, et je te fais un final explosif sans queue ni tête qui part dans tous les sens en live. Il y a plus de scénario, il y a plus rien, mais je m'en fous, je finis le film. Après ça dépend, tu peux avoir un coup de folie comme ça, tout. T'as des films, ça fonctionne pas. Enfin moi je trouve que ça fonctionne pas, je trouve ça vraiment terrible, c'est pas bon du tout. Il est loin d'être au niveau de ces films justement avant la planète des singes. Il est vraiment loin de là, et on se rend compte que, comme tu disais, effectivement c'est quelqu'un qui était contre le système à une époque et qui là est plongé dans le système disneyen, et et il y a plus je sais pas, c'est plus Tim Burton d'avant. Effectivement, il est pas catastrophique comme film, mais c'est très décevant quand on aime Tim Burton. Et et même si ça soit un film d'animation, effectivement après c'est joli, mais bon, il a les sous pour. Alors si en plus il louperait l'image, franchement je lui en voudrais. C'est très joli, le noir et blanc, c'est vrai que sur un film d'animation c'est vraiment sympa, mais limite si j'ai pas préféré les noces funèbres à côté, quoi. Et pourtant qui était plutôt décevant quand même à mes souvenirs déjà. Donc pour moi ce Tim Burton là, moi je veux qu'il renaisse, qu'il arrête Disney, qu'il se dise je suis en train de faire n'importe quoi, et qu'on le retrouve à ses sources. Il faut qu'il ressuscite lui aussi, hein. Voilà. C'est le temps de. Et moi j'ai sorti une phrase que après le film j'ai fait: on assiste à la mort d'un cinéaste encore en vie. Voilà. Je suis peut-être méchant, mais je trouve que c'est ce que je pense réellement. Voilà. Et ça va de pair. C'est marrant parce que le parcours de Tim Burton est pareil au parcours de Danny Elfman, et Elfman lui aussi il a du mal à se recycler. Il ose même te reprendre la deuxième partie. Son travail musical est basé quasiment sur la partition de Batman. Tu sais pas pourquoi. Tu entends les premières mesures du thème de Batman sans arrêt dans la deuxième partie. Alors effectivement, arrive un moment, il y a un gamin qui doit essayer de ressusciter une chauve-souris. Bon, est-ce que c'est un clin d'œil? Mais après, Elfman fait du Elfman et Burton fait du Burton. Ouais, mais d'habitude, chez Elfman, c'est quand même quand on entend la musique, on la reconnaît, il y a quelque chose qui porte. Là, moi, je l'ai même pas capté en fait, la musique dans ce film-là. Et ainsi que dans Dark Shadows, je pense que c'est lui encore qui l'a faite. Et c'est des musiques qu'on oublie. Enfin, oui, il y a rien qui m'a marqué, quoi. Ouais. Musicalement, il y a rien qui m'a marqué. Donc, Chloé, toi. Qu'en as-tu pensé? Alors, c'est pas exprès, mais du coup, je suis un peu entre les deux. Parce qu'effectivement, toute la première partie, j'ai bien aimé, et j'ai bien aimé retrouver des références, que ce soit Pee-wee, Beetlejuice ou l'étrange de Monsieur Jack, mais aussi Edouard Main d'Argent, dans le côté American Way of Life, là, peu. Voilà. Après, c'est vrai que ça part un petit peu en live au niveau au milieu du film, quoi. C'est vrai qu'à partir du moment où les autres jeunes essayent de lui piquer son idée pour faire susciter leurs animaux de compagnie à eux, je trouve effectivement que ça part, on est dans un autre film, complètement. Donc ça part un petit peu en live. Il y a l'histoire du maire là qui me gêne un petit peu aussi. Il y a le maire qui est là, c'est le voisin en fait. C'est le maire et le voisin des Frankenstein. Oncle, très très mal écrit ce personnage. Et c'est vrai qu'on se demande un peu ce qu'il vient foutre là, parce que bon, on peut entendre la critique du machin, voilà. Mais bon, je me demande un peu ce qu'il vient faire là, quoi. Voilà, avec sa nièce là qui est là et qui doit chanter une chanson. Je sais pas. Enfin bon, pour moi c'est un petit peu en trop. Donc c'est vrai que ça part un petit peu en live. Après bon, oui, on pense à Godzilla. Moi j'ai pensé aux Gremlins aussi, avec les singes de mer là, avec qui arrêtent. Moi ça me fait penser aux Gremlins. J'ai même vu une référence à Jurassic Park. La scène des toilettes. Oui, Jurassic Park, oui, exactement. Alors, est-ce une référence ou un pompage? Je n'en sais rien. J'espère que c'est une référence. Moi, j'y ai pensé quand je l'ai vu. Je tiens, c'est Jurassic Park. Mais après, comme il y avait déjà Godzilla. Référence à Spielberg.
Ouais. Donc, c'est un film catastrophe, voilà. Bon, après, non, c'est vrai que moi, après, je suis pas une spécialiste de Burton au même titre que vous, mais c'est vrai que j'ai bien aimé retrouver ces personnages-là. Puis c'est un film qui est plaisant quoi à voir. Et c'est vrai qu'esthétiquement, moi je le trouve vraiment sympa. Oui, j'aime bien tous ces personnages. Quand on découvre le personnage de science, le prof de science, franchement, on rigole quoi, parce qu'en plus en VO, c'est Martin Landau qui fait la voix. Ouais. Donc voilà. Alors oui, la déception, c'est la fin. La limite. Pourquoi cette fin une fin dramatique aurait été beaucoup plus porteuse et aurait eu beaucoup plus de sens parce qu'en plus c'est qu'on s'y attend cette fin de toute façon. Moi j'ai fait oui mais c'est pas tant que ça parce que à la limite comme il nous l'a fait un peu deux fois quand même au niveau de la mort du chien et que au niveau du discours des parents moi je suis allée le voir avec des enfants donc c'était assez intéressant de ce dont ça parle, c'est-à-dire on parlait tout à l'heure de la science, oui c'est bien mais en même temps il faut faire attention à ce qu'on en fait, toutes les histoires de mort, de faire son deuil, ressusciter ou pas, voilà. Et c'est vrai que il y a aussi toutes ces histoires de relation du petit garçon à ses parents. Ses parents lui disent oui mais tu m'avais dit qu'il fallait les laisser mourir. Oui mais les parents des fois ils savent pas de quoi ils parlent donc hop ils leur font revivre. Enfin voilà donc je trouve qu'il a raté un truc sur la fin où effectivement une fin plus dramatique aurait été beaucoup plus porteuse et aurait donné au film un peu plus d'épaisseur et voilà. Donc c'est vrai que la fin est un petit peu dommage. On est voilà. Alors après qui l'a vu en 3D là autour? Moi je l'ai vu en 3D. Moi, elle a rien apporté la 3D. Rien à part avoir les lunettes qui font mal au nez, franchement. Oui, voilà, je suis plutôt d'accord avec toi. Non, mais ça, c'est un gadget, malheureusement, c'est un gadget qu'on ne peut que mettre au crédit de James Cameron, c'est quand même lui qu'avec Avatar qui a, je pense, qui a popularisé, on va dire. Ouais, qui a dû pousser aussi pas mal à la roue pour que le dispositif prenne de l'ampleur. Je n'ai encore jamais vu un film où la 3D m'a complètement convaincu. Le seul, c'est le film d'Herzog sur la grotte. Ça avait intense un peu son utilité parce qu'on avait l'impression d'investir un lieu qui était ça avait un petit peu cette et à la limite une certaine partie de Pina Bausch aussi. Pina voilà. De Wim Wenders et Avatar quand même qui était le Avatar, premier. vous savez que je n'ai toujours pas vu Avatar. C'était pour rehausser la médiocrité du film certainement, mais je veux dire ça n'apporte rien, c'est du gadget pour moi la 3D. Mais surtout que là non seulement ça n'apporte on la voit presque pas à la limite. Non. On la voit presque pas. C'est limite gênant d'avoir. On peut se faire la séance en 3D presque sans les lunettes. Ça n'apporte pas. Il y a quelques passages de monstres sur la deuxième partie qui font que, mais franchement, ça n'apporte vraiment rien. Ouais, non, là 3D complètement. Donc c'est pas la peine de payer plus cher les lunettes, autant le voir en 2D. Autant le voir en 2D. En VO si possible, moi je l'ai vu en VF malheureusement. En VF c'est pas moi pour avoir fait les deux. Ah oui, je l'ai vu en VF. Je l'ai vu en VO et en VF. Et franchement la VF n'est pas gênante. Elle est pas mal faite. La VF, les voix françaises en règle générale en dessin animé, ça va quand même. On n'a pas trop à se plaindre. J'ai pas l'impression. Non, moi ça m'a pas gêné parce que pour l'avoir vu en VO d'abord et VF après, ça aurait pu me gêner. En fait, c'est pas si gênant que ça. D'accord. Bon, alors c'est un film. Jackie, est-ce que tu le conseillerais? Oui, je le conseille quand même. Ouais. C'est pas un film déshonorant quand même. On passe un bon moment. Non, moi, personnellement, j'ai bien aimé. Chloé. Oui, moi aussi je le conseille parce que par contre le seul bémol c'est que peut-être que c'est pas un film où les adultes qui aiment Burton prendront autant de plaisir que des enfants par exemple. Voilà. Peut-être que ça reste un petit peu trop. Il y a pas de double lecture. À la limite. Non. Ça reste au niveau des enfants. Alors ils aiment, ils trouvent ça génial et tout, mais au niveau des adultes c'est vrai qu'au niveau du texte et du sous-texte il y a pas grand-chose. C'est vraiment il y a une lecture quoi. C'est lisse. Voilà. On reste des fois les grands enfants. Hein. Oui, c'est sûr. Et moi, je serais plutôt partagé de la critique. Vous allez voir la première partie, pas la deuxième, c'est ça? Voilà, c'est ça. Vous vous arrêtez après 1 heure de film, en fait, vous pouvez sortir de la salle. Et voilà. Là, j'arrive même pas à dire si je pouvais le voir ou pas. Vous avez été déçu des Tim Burton d'avant, ça se peut que vous soyez déçu sur celui-là. Voilà ce que je peux dire. Après, si vous voulez quand même aller le voir, allez-y. Je vous fais pas vous s'en empêcher. Alors, je crois qu'il n'est plus au Café des Images, mais ça se peut que le Luxe ainsi que le Café des Images le reprennent un petit peu pendant les vacances avec Noël et tout ça, ou un peu plus tard.
C'est curieux d'ailleurs qu'il soit pas prolongé pendant les vacances, parce que c'est un film de vacances, ça, pour les petits. Oui, c'est un film, ça fait un peu esprit Noël aussi, même si c'est horrifique entre guillemets, mais ça fait un petit peu esprit Noël justement avec les références à Gremlins. Samuel nous écrit des choses. Alors il nous parle de Tim Burton et Steven Spielberg, et c'est qu'en vieillissant, alors ce qu'il trouve étrange chez ces deux cinéastes, c'est qu'en vieillissant, leur cinéma a beaucoup perdu en cynisme, cruauté gratuite et salvatrice, humour noir, pour être de plus en plus habité de conformisme et surtout être de plus en plus aseptisé. Je me prononce juste vis-à-vis de leur dernier film et pas de Frankenweenie, parce que je pense que tu ne l'as pas vu à La Réunion. Pourtant, tu es à la période d'Halloween, je ne comprends pas. Mais alors, je serais plutôt d'accord avec Samuel pour Tim Burton. Steven Spielberg, moi je trouve que c'est quand même plutôt l'inverse. Mais après, j'ai pas vu Cheval de guerre. Mais je trouve que déjà avec La Guerre des mondes, il commence à être un peu plus, il a un peu plus de cruauté dans le monde dans lequel. Je trouve. Après, c'est vrai que Cheval de guerre, il paraît que c'était, c'était. Oui, mais là, Cheval de guerre, ça participait d'une volonté de faire un film à la David Lean, avec beau coucher de soleil, etc. Quelque chose de très. Après, je veux dire, Ryan, c'est quand même un film. Relativement violent quand même, qui est dans une deuxième partie de sa carrière, 97 quoi. Je sais plus ce qu'il avait fait aussi après, mais il y a une grande noirceur dans La Guerre des mondes. Spielberg, je trouve que justement il va de plus en plus dans le noir. Après, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il revient en conformisme. La différence, je pense que Spielberg est seul capitaine à bord. Il est à ses propres commandes. Tim Burton, il est avec Disney. C'est pas un. Mais ça se peut que La Guerre des mondes est plus conformiste par sa forme manichéenne. Oui, d'accord, Oui, d'accord. On est d'accord. Ok, là-dessus. Mais bon, quand même, son univers est plus noir que à l'époque d'E.T. ou de je sais pas quel film. Always aussi. Je me demande si Always n'était pas. Indiana Jones, le deuxième, il est assez noir. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Bon, ça dépend des films en fait, Mr. Spielberg. Bon, je pense que Lincoln, j'ai un peu peur quand même du prochain, mais on verra bien. Pour Daniel Day-Lewis, c'est un acteur que j'aime bien donc. Daniel Day-Lewis. Oui, moi aussi je l'adore, mais je sais pas. J'ai un peu peur au vu de la bande-annonce, je sais pas trop. Oui, plus désespéré, qui nous dit. La Guerre des mondes. Tout ça. Bon. Ok, d'accord. on te lit, Samuel. On va revenir après, donc on va s'écouter un petit morceau pour respirer un petit peu après ce Frankenweenie de Tim Burton. Et après, on va revenir avec Kogan, Killing Them Softly, d'Andrew Dominic. Quel morceau, Jackie? Oh bah tiens, un petit morceau pour réveiller le numéro 10. Alors, la 10, que je me trompe pas dans la piste. Une musique un peu bourrin, ça va. D'accord. Bon, si ça va nous réveiller, alors je lance ça. À tout de suite.